Matin à la barre, le ministère de l'Éducation nationale se prononce sur l'affaire de son appel d'offres pour l'acquisition de véhicules. Selon le directeur de la formation et de la communication du dit département, des fraudes ont été bel et bien décelées. Mohamed Moustapha Diagne révèle que cette affaire sera portée devant l'ARNP. Il souligne que ce différend va entraîner un retard dans la réception de ces véhicules destinés aux inspecteurs et aux inspections de l'éducation et de la formation. Écoutons Mohamed Moustapha Diagne au téléphone d'El Hadj Ndiogou. Lorsque le marché a été lancé à Toulouse, le ministère a trouvé un expert qui, après évaluation, a décelé de fausses informations livrées par nos sociétés Tata et ses problèmes. Donc, de ce fait, cette société-là était exclue du processus et CFAO a gagné. Voilà ce qui s'est passé. En matière de marché public, lorsque vous donnez de fausses informations, vous êtes exclu vous êtes même passible de poursuite. Voilà ce qui s'est passé. D'ailleurs, certainement, ça va aboutir à l'ARNP qui va procéder à un dernier arbitrage. Mais en ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes partis. Le ministre de l'Éducation nationale tient à la transparence et à la rigueur dans le cadre de la gestion des finances publiques conformément aux décisions de l'État. Ces véhicules-là, il y a des véhicules qui sont commandés parce que il y a des inspecteurs qui doivent recevoir des véhicules. Il y a aussi des greffes qui doivent recevoir des véhicules. Et donc, pour le bon fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale. Évidemment, s'il y a un retour, il peut y avoir un retard, mais espérons qu'on ne fera pas ce retard-là, puisque la faute incombe totalement à CPDM et à certains qui ont livré de fausses informations. Affaire à suivre donc des imams qui en viennent aux mains des mosquées fermées pour éviter des bains de sang. La foi ne résiste pas toujours au conflit d'intérêts. Les problèmes à la mosquée Mbayène de Pout sont un bon prétexte pour revenir sur ces faits qui, infimes sont-ils, commencent à être fréquents. Seydina Babacar Gueye. Des coupes-coupes, des gourdins, des imams à couteau tiré, quand la force défie la foi, les fidèles n'en reviennent pas. Khadim Mbodj. C'est déplorable, quoi. Ce sont eux qui devaient guider les fidèles, les mettre sur la bonne voie. Vous vous souvenez, il y a eu un imam qui a poursuivi en muezzin. Maintenant, on parle de querelle d'imama. C'est déplorable. Mais au fond, je pense qu'il y a des soubassements politiques. On a vu un imam parler de politique lors de la prière de la Korité, alors que ce n'était ni le lieu ni le moment de tenir ce genre de propos. Tout cela montre que la société est en crise et qu'il faudrait vraiment y remédier. Oustaz Mohamed Diamanka, enseignant à l'Institut islamique de Dakar, affirme que les querelles d'imama ne doivent pas entraver la bonne marche de la religion. L'islam condamne fermement cela. Les mosquées sont dirigées pour unir les musulmans. Tout ce qui peut diviser les fidèles est banni par l'islam. Il est essentiel que les fidèles soient ensemble dans la ferveur de la religion. Je peux dire que les causes sont nombreuses. Mais quoi qu'il en soit, l'islam ne tolère pas ce genre de pratique dans les mosquées. D'ailleurs, comme musulman, on est d'accord avec cela. C'est à bannir. Face à la récurrence des problèmes de succession dans les mosquées, les interrogations se multiplient sur la compétence des imams, leur formation et surtout leur mode d'élection ou de désignation. FM, la radio de toute l'actualité. Soutien aux victimes de la mer. L'État met à la disposition des sinistrés de la Petite-Côte 10 tonnes de riz et une enveloppe financière d'1 million de francs CFA. Et c'est le ministre de la Pêche, Oumar Gueye, qui était aux prises de ces populations en détresse. Sa tournée l'a conduit chez Hambourg, Joël et Fadiouk. Correspondance Abdou Diouf Junior. Un geste symbolique pour apaiser leur souffrance. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime est reçu par des sinistrés de la Petite-Côte, joyeux mais pas rassasiés. Nous avons apporté tout le soutien du président de la République, son Excellence Michel Macky Sall, tout le soutien du gouvernement. Et nous avons remis à Michel Préfet pour Joal 1 million. Il y a 10 tonnes également de riz qui vont venir demain pour l'ensemble du département, pour soulager un peu les populations sinistrées.
sinistrés. Omar Gueye a constaté les énormes dégâts au quartier golf de Mbour. Beaucoup de dégâts également pour des pirogues. Les maisons pour golf, nous avons appris qu'il y avait un terrain qui avait été aménagé, lotissé. Nous demandons aux personnes bénéficiaires de pouvoir les utiliser. Il est évident qu'il faut sortir de cette situation-là. Il a également rendu visite à la famille des 4 pêcheurs portés disparus. Il réitère cet appel. De mettre les gilets. Également, nous demandons aux pêcheurs d'être très attentifs à la météo. Mais nous savons tous que ce sont des phénomènes naturels dus au changement climatique, etc. Et que la loi sur le littoral qui va être votée à l'Assemblée nationale va contribuer à réglementer, à normer l'utilisation du littoral. Fini l'étape de Mbour. Cap sur Fadjout, une île de plus en plus menacée. Il y a une brèche qui est déjà ouverte à Joal et qui menace directement l'île de Fadjout. De manière objective, cette île n'a plus de sécurité. Personne ne doit même plus se promener aux alentours. Il faut sécuriser ça. L'on nous a dit que également pour la digue, c'est l'extraction de sable. Là, les autorités administratives, particulièrement le préfet du département, vont prendre les mesures pour empêcher l'extraction de sable. Il s'est également rendu à Ngaparou. Cette tournée a permis à Omar Gueye de constater les dégâts causés par la mer et les fortes pluies qui se sont abattues sur la petite côte. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Bambey, victime des fortes pluies qui se sont abattues sur la commune qui n'a pas un bon système de canalisation. Conséquence, les rues sont impraticables dans cette ville de la région de Diourbel. Babacar Diouf. Les images ne sont pas des plus belles, les eaux sont partout en stagnation, comme si l'État du Sénégal n'avait pas injecté 2 milliards de francs pour éradiquer le mal. Les populations souffrent encore dans la commune de Bambey. Il y a beaucoup d'eau, surtout dans le centre-ville. C'est d'ailleurs ce qui attire le regard du visiteur. Du marché au centre-ville, en passant par le chef de quartier, les canaux devraient venir jusque devant la préfecture. En face préfecture. DVF, la commune la plus touchée après le centre-ville, ne dispose pas de système de canalisation d'eau. Si nous prenons le cas de DVF, c'est une situation parce que les canaux ne sont pas passés par là-bas. Actuellement, pratiquement toutes les eaux coulent vers DVF. Il y a des maisons qui ne peuvent même pas, les gens ne peuvent même pas sortir. Donc vraiment, c'est un grand problème. Ici, les populations craignent pour leur santé. Nous devrions disposer d'un système d'évacuation des eaux. Avec cette situation, on craint beaucoup les risques qui y sont. Diourbel n'est pas mieux loti. Les habitants du quartier Roukoubousséo ont quitté leur maison. À côté de ces populations, les éléments du sapeur-pompier sont tout le temps mobilisés. RFM Babacar Diouf. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. La Tabaski, c'est dans 15 jours environ, mais ce n'est pas encore l'arrivée des troupeaux de moutons aux sites habituels comme le terminus Liberté 5 et les 2 voies à Liberté 6. À Liberté 5, on soutient que la mairie n'a pas encore donné son aval. Et du côté de Liberté 6, les riverains se réjouissent que les Tefanké ne soient pas encore là parce qu'ils les envahissent. Reportage Nafissa Toussila. Terminus Liberté 5. Pas un seul mouton ne pointe le bout de son museau après de 15 jours de la Tabaski. Une situation normale, pas alarmante pour beaucoup. Juste une question de temps pour que le bétail arrive. Pape Lafianjaï. Avec les nombreuses dépenses, les vendeurs de moutons préfèrent attendre la dernière semaine avant la Tabaski pour s'installer, pour prendre en charge et prendre en charge les bêtes. Ce n'est pas facile. Pour d'autres, il ne faut pas crier pénurie. S'il n'y a pas encore de moutons au terminus Liberté 5, c'est à cause de la mairie. Abisek. Je ne pense pas que ça, mais je crois que c'est la municipalité qui n'a pas encore donné les sites. Mais je crois bien que d'ici peu de temps, d'ici 5 jours, les moutons vont venir. Autre place réputée Forail, les 2 voies de Liberté 6. D'habitude, à cette période, elle était prise d'assaut par les Tefanké. Aujourd'hui, ces voies sont toutes propres et des bons y sont installés. Au grand bonheur des riverains. Gorodja. Le fait qu'il n'y a pas de moutons a rendu l'atmosphère paisible. Les tracasseries n'existent plus, la poussière qui venait jusqu'à nous n'existe plus. Donc là, c'est un avantage. Nous, les riverains qui sont là, nous sommes contents de cette situation-là. Bien qu'on veut plus à l'image des Aria Babakassi, c'est jamais avec la ténacité des éleveurs. Ils peuvent au dernier moment venir imposer leur loi. On ne sait même pas. On croise les doigts. À quelques jours de la Tabaski, il n'y a pas encore le rush dans plusieurs points de vente, mais le ministre de l'élevage rassure, il y aura un bon approvisionnement en moutons. Dans les forêts de Thiès et de Ngoundiane,
On attend beaucoup de moutons en provenance du Mali et de la Mauritanie. De bonnes perspectives. Mais voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop. Aux forêts de Ngoundiane et de Thiès, de très bonnes perspectives se dessinent quant à l'approvisionnement du marché en moutons. Un tour dans les deux forêts nous a permis de constater que le rush commence à se préciser. Tchernosoum, responsable des vendeurs de moutons, confirme. Nous attendons beaucoup de moutons qui viennent du Mali et de la Mauritanie. En Ngoundiane, 25 camions de moutons ont débarqué. Et les prix commencent à baisser. Ismaël Sow, le président national des éleveurs, en visite sur les lieux, ne dit pas le contraire, mais selon lui, il urge que les populations aillent très vite acheter leurs moutons. Tout se passe bien, il y a les moutons qui arrivent. En tout cas, pour le moment, j'ai trouvé 12 camions qui sont en train de décharger les moutons à Séoukaï. Vraiment, j'espérais que ça serait très bien, mais quand même que je recommande toujours les populations d'acheter leurs moutons à temps pour édifier le vendeur de moutons. Parce que quand ils ont trouvé que le marché est en train de bouger les gens acheter, ils sont courageux d'animer les autres moutons. Selon les témoignages recueillis auprès des vendeurs, les prix sont pour le moment à la portée des bourses, car variant entre 45 000 et 200 000 francs, ce que refutent les clients qui demandent toujours une baisse des prix. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le grand journal, l'actualité politique. Le dossier de ce midi est consacré aux acteurs politiques qui n'aiment pas trop les sujets économiques et très techniques. Les politiques que nous avons interrogés ne sont pas d'accord avec cette thèse. L'économiste Demba Moussa Dembélé se prononce sur la question et met en cause la presse en même temps. Mohamed Ali Mouba. Invective, jeu de ping-pong de la politique politicienne à la place des débats économiques et techniques. Pourquoi nos hommes politiques préfèrent les sujets politiques? Pour l'économiste Demba Moussa Dembélé, la réponse tombe sous le sens. C'est plus facile de parler de politique politicienne parce que nous dans les généralités et il pense que c'est ce qui intéresse le plus l'opinion et souvent malheureusement les médias compris. Chez Réumi d'Idrissa Seck, on n'est pas d'accord, Thierno Bocoum donne les raisons. C'est le fait parfois de la presse ou parfois même du pouvoir, parce que comme vous le savez, nous avons un président de la République qui est en même temps chef de parti et qui travaille tous les jours pour avoir un deuxième mandat. Donc ces actions qui vont dans le sens politique sont beaucoup plus développées, beaucoup plus en vue. Et cela demande parfois qu'il soit recadré par les hommes politiques. Babacar Gaye, le porte-parole du PDS, parle de procès d'intention. La politique, c'est l'art de gouverner la cité. Toutes les questions qui concernent la gouvernance publique, c'est de la politique. Il n'y a pas de technique qui ne soit intéressée par la politique. Ne prenez pas les hommes politiques comme des gens qui ne sont pas formés correctement. Encore que, pour le cas spécifique de l'accident de l'avion de Sénégal Air, comprenez qu'il est indécent de ma part de communiquer pendant que les familles sont éplorées. Pour le moment, les débats politiques continuent de tenir la dragée haute aux autres thèmes. Beaucoup pensent que les journalistes ne sont pas étrangers à cette situation. En plus bref, Youssou Ndour face au public de Kaolack ce vendredi. C'est dans le cadre du programme vacances du ministère de la Jeunesse. Ce rendez-vous n'a pu avoir lieu la semaine dernière à cause de la pluie. Nous y reviendrons. L'actualité internationale. L'actualité internationale, Ismaïla Kamara, rebonjour. Rebonjour Antoine. Burundi encore, un responsable de l'opposition qui tombe sous les balles. Il s'agit de Patrice Ngaoungou, il était le porte-parole de l'Union pour la paix et la démocratie UPD. D'après la BBC, il a été tué alors qu'il rentrait chez lui. 2 dépouilles ont été également retrouvées par la police. Alors que des témoins parlent de 4 corps sans vie, une enquête sera ouverte pour tirer ce meurtre au clair. Révélation faite par le directeur adjoint de la police. Enfin. Guinée-Bissau, la crise politique perdure. En opposant impute cette situation au président José Mario Vaz. Il s'appelle Idrissa Diallo. Ce dernier est le leader du parti de l'unité nationale de la Guinée-Bissau. Il accuse le président José Mario Vaz d'être à l'origine de ce climat délétère. Idrissa Diallo s'est confié à notre correspondant permanent à Bissau, Noa Mankali. Le président de la République a détruit tout cet échafaudage pour mettre le pays à l'avancée. Les solutions qu'il peut trouver ne peuvent être que des solutions de courte durée et très difficiles à faire fonctionner.
Nous avons l'espoir que la Cour suprême va lire le droit et que le président, si la décision n'est pas favorable, va respecter le droit. Le docteur Bassirou Dia a exercé des fonctions importantes dans l'exécutif de ce pays par le passé. C'est quelqu'un de méritant et de respectable. La question n'est pas là. La question est est-ce que le président a le droit unilatéralement d'usurper les prérogatives du PAIGC comme parti politique? La réponse est non. Qui choisit le Premier ministre? C'est le président sur proposition du PAIGC. C'est là la faute politique du président de la République. Et pensez-vous que ce gouvernement de Bassirou Dia, qui doit être récemment connu par les puissants oubliés, aura-t-il une durée de vie? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a tellement d'obstacles que je ne vois pas la possibilité que des solutions soient trouvées, à court ou à moyen terme. Mali, Ismaïla Kamara, les forces de sécurité ont mis la main sur 3 djihadistes présumés. Cela s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, Antoine. C'est ce qu'annonce l'armée malienne. Celle-ci déclare avoir arrêté 3 djihadistes. Tous sont soupçonnés d'appartenir à un nouveau mouvement djihadiste. Sodalo pour les détails. Les soldats maliens ont perquisitionné hier lundi le domicile d'un des djihadistes présumés. Ce qui a permis de découvrir des armes, renseigne un communiqué de l'armée, laquelle affirme que l'un des 3 hommes serait Hassan Diko. Ce dernier est présenté comme le numéro 2 du Front de libération du Massina FLM. Le deuxième est un chauffeur de taxi considéré comme le transporteur du groupe. Enfin, le dernier, un Malien d'origine ivoirienne, serait chargé de la logistique et de l'achat des armes. D'ailleurs, c'est à son domicile qu'a eu lieu la perquisition qui a permis à l'armée de saisir un important lot d'armes dont des grenades. L'armée accuse le FLM d'avoir attaqué les logements de la MINUSMA au Mali ainsi qu'une base de la gendarmerie à Baginda, non loin de Bamako. Dirigé par Amadou Koufa, le FLM est un nouveau mouvement qui recrute ses membres en majorité au sein de l'ethnie Peul. Le FLM opère dans le Massina, région qui s'étend de la frontière mauritanienne à la frontière burkinabé. Cette partie du pays est considérée comme l'un des principaux théâtres de violence qui minent le Mali. Présidentielle au Burkina Faso, les candidatures d'ex-ministres dans le viseur du Conseil constitutionnel. Le débat reste entier sur les candidatures d'ex-ministres du régime de Blaise Compaoré. 5 personnalités sont visées par un recours en annulation de leur candidature. Parmi elles, Rochemarc, Christian Caboret et Djibril Bassolé. Le dernier mot revient au Conseil constitutionnel. Ali Bandelian. Le Conseil constitutionnel a reçu au total 3 recours en annulation de 5 candidatures, dont celle de Rochemarc, Christian Caboret et de Djibril Bassolé. Des candidats qui ont 48 heures pour déposer leur mémoire en défense. De son côté, le Conseil constitutionnel du Burkina a déjà saisi les candidats concernés. Pour le cas d'Djibril Bassolé, il lui serait reproché d'avoir été ministre dans le dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Au mouvement du peuple pour le progrès, les responsables disent ne pas craindre l'invalidation de la candidature du président de leur parti. Une élection présidentielle au Burkina Faso dans l'ombre de Blaise Compaoré, qui malgré sa mise à l'écart compte toujours des alliés à Ouagadougou, sans compter avec certains des deux candidats. Bien, Malaki, la justice française clôt l'enquête qui vise le fils du président de la Guinée équatoriale. C'est ce qu'annoncent des sources proches du dossier à l'AFP. On l'accuse de s'être enrichi frauduleusement. Son patrimoine est évalué à plusieurs milliards francs CFA. Selon cette même source, il revient maintenant à la justice française de se prononcer sur le renvoi ou non devant le tribunal de Théodorin Obiang, âgé de 46 ans. Ce dernier occupe le poste de deuxième vice-président de la Guinée équatoriale. Antoine Diouf. Merci Ismaïla Kamara. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Quelle place donner à nos langues nationales pour contribuer à notre développement? C'est le sujet de point de vue. Youssouf Bodian bien installé pour l'export. 11e Jeux africains à Brazzaville. Pas encore de médaille en or pour le Sénégal. Au programme ce mardi, Antoine, en boxe, notre pays sera représenté par Mamadou Fall chez les 75 kg.
Hier, le Sénégal a remporté sa deuxième médaille d'argent en karaté. Il s'agit de Marianne Ndiaye chez les moins de 55 kilos. C'était en Qatar donc. Elle était en finale face à une Égyptienne. L'escrime a décroché les premières médailles de notre pays. 5 médailles pour les escrimeurs sénégalais, une en argent et 4 en bronze. Pourtant, l'équipe a connu des difficultés avant de rejoindre Brazzaville, des conditions de voyage qui ont handicapé les tireurs selon la capitaine de l'équipe du Sénégal, Mam Awandaou, que je propose de suivre. C'est bien passé, mais on pouvait mieux faire parce que déjà nous sommes arrivés en retard. L'équipe de Safran n'a pas tiré en individuel, mais quand même après nous, l'équipe de Safran en individuel, on a fait tout ce qu'on a pu. Et avec le voyage, on n'a même pas eu le temps de bien récupérer. Du coup, nous n'avons pas tiré à 100%, mais quand même, on s'en est un peu bien sorti. On devait mieux faire parce que on était 3. Nous sommes tous sortis des premiers tours. Après, moi j'ai été éliminé en quart de finale. Il y a l'autre Mefaskan qui a fait des demi-finales et Assis qui a été éliminé en huitième de finale. On n'a pas tiré à 100%. On a tiré simplement, je peux dire, à 50% de nos capacités, si nous sommes normales. Mam Awa Ndaw, capitaine de l'équipe du Sénégal d'escrime, les médailles en individuel ont été remportées par les Cham et Babacar Kadam, qui a payé de sa poche Antoine son billet d'avion pour allier Brazzaville. Signaler que le basketball démarre sa compétition demain à Brazzaville. Le Sénégal est représenté par l'équipe nationale féminine, vainqueur de la dernière édition des Jeux africains. Ici à Dakar, le stade Amadou Barry est encore sous les eaux. Les fortes pluies d'hier ont inondé le stade, pourtant réceptionné en avril 2014. Conséquence, pas de championnat populaire dans ce stade qui accueille 8 zones donc de Guédiawaye, Pikine et Parcelles Assainies. Une situation incompréhensible pour le CAF de Guédiawaye. Son vice-président dénonce aussi l'état défectueux des projecteurs du stade Amadou Barry. Pape Ndiaye, que je vous propose ici. C'est une situation inattendue, dans la mesure où on pensait qu'un stade qui a été réceptionné à hauteur de milliards. Donc moi, ce que je dis, c'est par rapport aux autorités qui doivent prendre leurs responsabilités, par rapport à l'entrepreneur qui a eu à réceptionner le stade. Nous, au niveau de l'État de Guédiawaye, face à cette situation, on a eu à appeler le maire pour qu'il diligente la situation. Parce que si l'eau reste là-bas pendant plus de 48 heures, nous savons que le tapis va se faire. Et on ne parlera plus de gazon septique au stade Amadou Barry. Il m'avait promis qu'il va envoyer des hydrocureurs pour qu'on essaye de pomper l'eau. Parce que la station de pompage de l'ONAS qui est là-bas, qui est en panne depuis le début de l'hivernage. C'est ce qui a engendré toutes les difficultés qu'il y a au niveau de ce stade-là. Il y a le problème des projecteurs. Sur 48 projecteurs, il y a que 9 qui s'allument. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y avait une baisse de tension. Sur instruction du préfet, on a été obligé d'arrêter de jouer les rencontres nocturnes. C'est une situation déplorable. Le maire aussi avait demandé aux gestionnaires du stade de trouver quelqu'un qui puisse réfectionner les projecteurs. Mais jusqu'à présent, on attend de voir la situation. Parce que si on continue sur cette lancée-là, nous savons tous qu'à Guédiawaye, le Noëtan ne va pas finir. Parce qu'au-delà des zones de Guédiawaye qui jouent là-bas, il y a 3 zones de Sikkim qui jouent et une zone de Parcelles Assainies. C'est que c'est 8 zones qui ont le stade Amadou Barry. Donc s'il n'y a pas de projecteur, nous savons que les Noëtans ne vont pas se réunir à Guédiawaye. C'était donc le vice-président de l'ODCAV de Guédiawaye, Abdoulaye Ndiaye. Le stade Amadou Barry a été réceptionné le 16 avril 2014 après des travaux de réfection qui ont coûté 516 millions de francs CFA. Il concernait donc la pose d'un gazon synthétique et la mise en place d'un système de drainage des eaux pluviales. Nous avons joint l'entrepreneur Mbaye Faye. Il est sur boîte vocale, Antoine. Challenge match, c'est du football. L'Afrique du Sud reçoit le Sénégal. Le challenge Mandela, le Sénégal qui joue contre l'Afrique du Sud. Match prévu à 17h à l'Orlando Stadium de Johannesburg. Le Sénégal joue pour la 3e fois ce trophée remporté à 2 reprises par les Lions. Le challenge Mandela donc existe depuis 1994. Les Bafana ont remporté 11 fois lors de la dernière édition. L'Afrique du Sud a battu la Côte d'Ivoire. Merci.